Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce débat incroyable qui s'annonce. Merci beaucoup aux intervenants et intervenantes. Cette table ronde est intitulée L'alliance entre les quartiers et les ruralités, coup de com' ou perspective réelle. Donc moi je m'appelle Margot, je suis de la fondation Daniel Mitterrand. Il se trouve qu'on a déjà organisé un débat sur la question, même l'année dernière, en plein dans le débat entre Ruffin et la France insoumise sur la France des bourgs et la France des tours, les quartiers, les clochers. Comme vous savez, après il a continué un peu le gag avec une série de rimes. On avait envie de revenir avec vous sur le débat qui après a été quand même beaucoup approfondi aussi par des géographes et puis plein d'autres gens dans la sphère politique. L'idée, là, on a donc des personnes de l'Assemblée des quartiers déjà qui sont là pour parler de cette question. Donc avec Aïssata Anne de je ne sais plus quelle ville d'ailleurs, excuse-moi, non pas jolie. Et puis Youssef Brakni de Bagnolet, de l'Assemblée des quartiers et aussi du comité Adama. Et tu pourras revenir aussi avec le prisme du comité Adama sur cette question. Et puis on a Diane Bassi de Noisy-le-Sec. De démocratiser la politique, qui est un groupe de recherche-action sur comment les classes populaires sont évincées de la politique et des institutions et qui milite pour la parité sociale. Et on a là Manon Rousselet-Payet, Rousselot-Payet, excusez-moi. On prend en compte qu'on est dimanche à la fête de l'UMA. Voilà, merci beaucoup. Et du coup, tu es présidente du MRJC. Donc, tu es un peu la composante rurale de cette table ronde, même si on va voir que c'est plus complexe. Hein. Il y a des gens qui ont eu des parcours entre ruralité et plutôt quartier populaire urbain. Donc, merci beaucoup d'être là parmi nous. Donc comme je le disais, ce débat-là, il agite beaucoup en ce moment les sphères militantes, mais en réalité, c'est un débat qui existe aussi depuis bien longtemps. Et en ce moment, sur même les géographes, il y a des géographes qui vont dire oui, il y a bien cette fracture territoriale entre les grandes villes et la France des périphéries. Et qu'il y aurait comme une sorte de fracture culturelle qui expliquerait une fracture politique avec une France des périphéries gangrénée par l'extrême droite. Et puis il y a des gens qui vont vers des analyses beaucoup plus fines et qui restent sur des choses plutôt des analyses socio-économiques. Bref, le débat il est important parce que on a l'impression que il y a la question électorale du danger du RN qui est aux portes du pouvoir aujourd'hui. Mais il y a peut-être d'autres prismes en fait que juste la question électorale et ce sera intéressant d'en venir à ça avec vous. Du coup, j'ai une première question à vous poser qui est comment cette question, comment ce débat-là est arrivé jusqu'à vous ? Comment ça s'est immiscé dans votre vie militante ou en particulier dans votre organisation ? Et qu'est-ce que le débat là, des 2 dernières années, est-ce que ça a amené des nouvelles questions, voire des remises en question ou des nouvelles pratiques au sein de vos organisations ? Ce serait ma première question. Je ne sais pas qui a envie de commencer là-dessus. Peut-être on commence par les plus anciens sur la question. Je ne sais pas. Youssef, tu veux commencer ? Ouais, merci. Du coup, on répond rapidement, parce que t'as combien de... T'as 5, 6 questions 4 questions, ouais, très bien. Alors, la question, c'est que comment cette question-là est venue ? Tout simplement par la lutte. En fait, moi, j'étais au comité Adama et il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, certes, c'est là que ça s'est vraiment imposé, par cette émergence de ce mouvement qu'on a considéré comme un mouvement du monde rural, mais je pense que ça a relativisé. Ça s'est imposé comme ça s'est imposé aussi d'un point de vue intellectuel, parce qu'en fait c'était aussi une réflexion qu'on avait avec un compagnon de route du comité Adama qui était l'écrivain Édouard Louis, et donc lui c'est quand même ses problématiques, c'est ce qu'il a mis en avant, en finir avec Eddie Bellegueule, mais aussi dans Qui a tué mon père. Donc voilà, dans Qui a tué mon père, c'est un peu plus dans nos thèmes et dans
sur les questions sociales et sur le travail, voilà, etc. Et troisièmement, c'est aussi un débat, ça s'est imposé aussi à nous par le débat médiatique et par l'émergence, ou en tout cas le renforcement toujours croissant de l'extrême droite. Et l'extrême droite se renforce dans le débat public sur cette question-là qu'elle va opposer aux quartiers populaires. C'est-à-dire qu'en gros, pour schématiser, les quartiers populaires sont les enfants gâtés du système. On leur déverse des milliards, on leur donne plein d'aides, on leur rénove tout, ils ont le droit à tout. Quand ils sont en colère, ils ont même le droit, entre guillemets, de brûler des voitures. Mais nous, regardez, nous, on subit, nous, les Blancs, des zones rurales, on est les perdants de la mondialisation, on est des zones sinistrées, on est des zones où il y a beaucoup de chômage. Nous sommes relégués et même, je dirais, méprisés intellectuellement, etc., idéologiquement, par la bourgeoisie parisienne ou des grandes villes. Bref, toute cette opposition constante où, en fait, ce qui s'est vraiment imposé dans le débat public, c'est le fameux mythe du rapport Terranova qui préconisait, soi-disant, au Parti Socialiste, c'est drôle vraiment, d'abandonner les classes populaires blanches et donc les questions du monde rural pour, soi-disant, pour nous, les Noirs et les Arabes, quoi, pour faire vite, et puis pour les minorités de genre, et puis pour voilà, les questions, ce qu'ils ont appelé les questions sociétales que, soi-disant, ce rapport de Terranova opposait aux questions économiques qui concernent ces zones du travail, ces zones rurales qui sont les zones du travail, les zones du mérite, etc. Donc par ces trois points-là, ça s'est imposé à nous en fait. Ça s'est imposé à nous et donc il a fallu mettre en place une stratégie politique pour répondre à ces trois choses-là. Même au micro, elle arrive à crier plus fort. Et donc du coup, on a dû mettre en place toute une série de contre-attaques pour pouvoir répondre à ces mythes en fait et à ces mensonges. Et donc, quelle est la meilleure manière ? En fait, c'est de montrer concrètement comment, par la lutte en commun, on peut casser ces mythes-là. Et donc, ça que le comité Adama, par exemple, a fait quelque chose, on a pris tout le monde à revers. Ce qu'on n'a pas forcément fait pour le 10 septembre, mais ce qu'on a fait avec le Gilet jaune, c'est qu'on a appelé à rejoindre les Gilets jaunes. Bon, je ne vais pas revenir pourquoi pour le 10 septembre, mais en tout cas pour les Gilets jaunes. Pour les Gilets jaunes, on a appelé à rejoindre ce mouvement-là, on a appelé à casser, en fait, une idée reçue, c'est qu'en fait la gauche, elle était plutôt timide sur le fait de rejoindre ou pas ce mouvement, et nous, en fait, tout simplement, on a été sur place, les premiers actes, et donc c'est à l'acte 3 qu'on a décidé d'appeler à ce mouvement-là, et parce qu'on a vu que concrètement, on rejoignait des gens en lutte, et je tiens bien à préciser sur ça, parce que on y reviendra après, mais moi je suis critique maintenant de cette histoire d'alliance, on va revenir après dans le débat, mais juste pour finir, comment cette question-là est apparue, et donc nous on a décidé d'aller construire un récit commun d'une lutte commune qu'il fallait complètement inventer en fait, parce que c'est faux, ça n'existe pas cette alliance entre quartiers populaires et zones rurales, parce que tout simplement c'est une question matérielle, d'espace, où est-ce qu'on se rencontre en fait. Et donc il y avait cette occasion là, et donc ça s'est fait dans les rues, contre le pouvoir, contre la répression policière surtout. C'est ce qui a permis la jonction en fait entre des militants antiracistes contre les violences policières et des gens qui viennent, bon voilà, un peu de toute la France pour réclamer une vie digne en fait. Donc voilà un peu pour balayer le sujet, on reviendra après dans le fond. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, tu as envie d'enchaîner sur le MRJC ? Ouais. Peut-être déjà, je peux commencer pour situer un peu ma réponse par dire ce que c'est que le MRJC. Donc le MRJC, c'est le mouvement rural de jeunesse chrétienne. C'est un mouvement d'éducation populaire dans les campagnes qui a 95 ans maintenant et qui est donc à destination des jeunes ruraux entre 13 et 30 ans. Je reviendrai dessus parce que la distinction en termes d'âge est aussi assez importante. Et donc, qu'est-ce qui a fait que la question jeunesse des quartiers populaires, jeunesse rurale a commencé à venir se poser à nous, c'est que déjà historiquement, en fait, le siège du bureau national du MRJC est basé à Paris, et donc ça fait depuis les années 70, je crois à peu près, qu'une partie du bureau national réside à Saint-Denis. Et donc historiquement, il y avait eu des partenariats, parce que le MRJC, donc, pour le public entre 13 et 18 ans, organise des séjours, des camps, des séjours d'été, et donc il y avait eu des partenariats avec des assos du 93 pour faire des camps ensemble, jeunes ruraux, jeunes des quartiers pop, notamment dans la Creuse où le MRJC a un lieu historique
où voilà, chaque été, un peu, il y avait des camps qui étaient organisés là-bas avec des jeunes du 93. Et ça s'était un peu arrêté. J'ai même pas en fait l'historique exactement de à quel moment le truc est retombé. Toujours est-il que avec d'une part la montée du RN et la question de qu'est-ce qu'on fait auprès de notre jeune public pour justement lutter contre l'arrivée des idées d'extrême droite. La question s'est reposée. Et au-delà de ça, pour la partie plus âgée d'entre nous, la question c'est vraiment de nous poser comme telle, quelles alliances possibles. Une des solutions qu'on a trouvées, c'est d'inviter Youssef à venir discuter avec nous. Et donc c'était il y a 2 ans maintenant. Et on a eu un temps d'échange avec le conseil d'administration nationale à ce sujet. Et le scepticisme de Youssef sur la question a gagné nos rangs aussi, mais t'avais commencé déjà ce chemin un petit peu de critique sur la question, mais on y reviendra. Mais du coup, en tout cas, aujourd'hui, concrètement, on est quand même assez en lien avec Destin Lié, avec qui on essaie de monter une formation qui propose un module avec des jeunes des quartiers populaires, des jeunes ruraux, mais plutôt sur la question éducation populaire pour aller vers de la formation politique, ce qui me semble être l'angle qui est intéressant à discuter ensemble. Mais voilà, on peut y revenir tout à l'heure. Je laisse la parole. Bonjour à tous, Diana Bassi, donc on m'a présenté Margot de Noisy-le-Sec. Donc je fais partie aussi, je suis co-chercheuse du collectif Démocratiser la politique. Donc vous avez pu entendre ces derniers jours justement la présentation de ce rapport et nous avons étudié justement la représentation en politique des classes populaires. Donc ici la question en fait principale c'est comment on aborde les questions entre les quartiers populaires et la ruralité. Donc en effet, l'enjeu majeur en fait, c'est de voir en fait déjà que on a les mêmes besoins, les mêmes enjeux, que ce soit au niveau des ruralités ou dans les quartiers populaires. Donc nous, au sein du collectif Démocratiser la politique, donc on retrouve des personnes en fait issues des différents territoires. Donc on a pu justement partager nos différentes expériences et de se dire en fait que aujourd'hui en fait on retrouve une volonté en fait de faire du commun, mais c'est bien évidemment de dépasser cela et de faire des alliances stratégiques pour justement venir à réparer en tout cas les différents manquements qu'on peut trouver dans les différents territoires. Alors, on a pu voir en fait par rapport à l'accaparement du pouvoir par les classes dominantes, en étudiant en fait toute la carte nationale au niveau de la France, on a une diagonale du vide où on a plutôt là une représentation des classes populaires en politique, donc des élus qui sont issus des classes populaires. Alors qu'en fait, dans le rapport final, on voit bien en fait que on a des chiffres, on a des données qui disent que les classes dominantes, les classes supérieures sont surreprésentées globalement par rapport aux classes populaires. Donc on voit que justement les classes dominantes vont volontairement aller vers plutôt les territoires où les enjeux de pouvoir, les enjeux économiques sont plus importants, pour plutôt délaisser ces territoires-là où on a justement un manque criant de services publics, où on a des politiques publiques qui ne répondent pas justement aux besoins de la population. Comme on peut retrouver aussi dans nos quartiers populaires en milieu urbain. Donc, nous, ce qu'on peut dire, comment cette question s'est initiée dans le collectif, c'est justement de revoir les pratiques et de faire rencontrer ces deux populations, tant au niveau rencontre, contact, lien social, échange culturel, sur des temps forts
du collectif. Donc sur 3 années, on a pu, par exemple, moi en tant que co-chercheuse, me déplacer sur différents territoires. Et donc là, de rencontrer d'autres personnes que je n'ai pas l'habitude de voir dans mes quartiers populaires ou au milieu urbain, et de pouvoir échanger là-dessus, déjà de commencer déjà par un lien social, un échange. Et ensuite, on voit bien que donc alors pour dépasser cela, et aussi par rapport à l'aspect territorial, donc de pouvoir se déplacer, de faire rencontrer ce type, même population, mais en tout cas de pouvoir déplacer des personnes originaires du milieu urbain et les quartiers populaires, il faut créer ces temps-là. Donc là, nous, notre collectif DLP, ben justement, c'était l'un des points majeurs. Donc du coup, on a pu partager nos expériences, on a rencontré aussi des élus. Et moi-même, je suis élue aussi à Noisy-le-Sec, donc dans le 93, où on retrouve aussi une forte majorité de personnes de classe populaire. Et donc, du coup, on a pu confronter justement nos inquiétudes, nos besoins et le manque criant de services publics dans certains quartiers périphériques de la ville. Voilà. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Bonjour à tous, donc je suis Aïssa Tahan, donc membre de l'Assemblée des quartiers, et je suis sur la ville de Mantes-la-Jolie, donc dans le 78. Donc je vais présenter peut-être rapidement l'Assemblée des quartiers du CEP. En tout cas, on est une structure en fait qui travaille autour de 3 axes, donc à l'organisation politique, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément en tout cas de personnes qui étaient militants associatifs qui voulaient à un moment donné monter sur les enjeux politiques. Donc c'est en tout cas proposer une structuration pour pouvoir les accompagner et qu'ils puissent y aller. Parce que là on est vraiment sur les enjeux aussi actuels sur les municipales, d'autres élections. Il y a aussi un peu la partie formation, montée en compétences, transmission sur l'Assemblée des quartiers. Et la troisième partie, c'est vraiment de capitaliser, de réseauter, d'accompagner et d'accompagner sur des luttes. Youssef, tu me dis si ça va pour la présentation, très bien. Et du coup, moi, par rapport à cette question des luttes, je vais donner un peu l'exemple de ma structure en fait, sur Mantes-la-Jolie. C'est que nous, on avait créé un tiers-lieu artisanat sur la ville de Mantes-la-Jolie, donc en quartier prioritaire. Et du coup, on a créé un deuxième espace tiers-lieu numérique en zone rurale. Donc, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, quartier prioritaire et zone rurale, forcément, on a des valeurs communes de solidarité, on a des valeurs communes, on a envie de s'engager, on fait des choses. Et on s'est dit qu'à un moment donné, il y avait des problématiques aussi similaires, notamment la problématique de l'emploi, la problématique de la désindustrialisation, la problématique de la mobilité. C'était des sujets forts, du coup, qu'on avait bien identifiés. Et comme disait Youssef tout à l'heure aussi, la question de dire les QPV, on a un peu tous les sous, on est un peu, comment dirais-je, on nous donne en fait toutes les priorités aux QPV, c'est-à-dire qu'on oppose finalement les QPV et les zones rurales. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui regardent aussi CNews et BFM, ce qui fait que ça a aussi politiquement vraiment envenimé les choses entre ces deux territoires. Et l'idée, c'était de se dire il faut que ces deux territoires par contre, se rencontrent. En fait, on avait des salariés en insertion au niveau de la couture, qui étaient en QPV, et des salariés en zone rurale, déjà qui avaient du mal à échanger. Quand on faisait des temps d'échange avec eux, il y avait beaucoup de préjugés, il y avait beaucoup de défiance peut-être, de dire que voilà, ils sont en quartier prioritaire, c'est des gens dangereux, des gens pas forcément à côtoyer, et les gens des quartiers en tout cas avaient aussi cette appréhension en disant c'est des gens ruraux, on les connaît pas trop, ils sont un peu dans leur monde. Donc c'était un peu l'idée de se dire comment on arrive à faire la jonction entre ces deux mondes et se dire finalement on a les mêmes problématiques et comment on y va en tout cas pour essayer de comprendre en tout cas ensemble et comment on peut justement déjouer toutes ces problématiques et cette opposition constante en tout cas dans les médias. Forcément on est un seul. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous commencez un peu à percevoir, mais il y a quand même, en gros, il y a deux positionnements, hein, je pense, sur les gens qui peuvent être autour de la table, les gens qui disent il faut y aller, il faut faire des alliances, et c'est bien, et qui ont envie d'être assez volontaires là-dessus, et peut-être des gens qui sont un peu plus critiques de ce mot d'ordre en permanence de dire qu'il faut absolument faire des alliances.
On a entendu qu'il y avait des problèmes communs, que il y a, sur certaines campagnes, parce que toutes les campagnes ne se ressemblent pas non plus, mais sur certaines campagnes, il y a des caractéristiques socio-économiques qu'on retrouve voilà, avec des difficultés économiques communes entre des quartiers populaires et des ruralités. Par ailleurs, il y a aussi des quartiers populaires dans ce qu'on appelle un peu les ruralités, en tout cas dans les bourgs. J'ai envie de savoir là, est-ce que pour vous, enfin votre organisation, est-ce que tout ce débat n'est qu'un coup de com', c'est-à-dire qu'on a envie, en fait, on a envie de forcer les points communs entre les habitants des quartiers populaires et les habitants des ruralités, parce qu'on se dit que c'est aussi une stratégie pour enfin en tout cas discursive pour lutter contre l'extrême droite. Est-ce que voilà, c'est juste pour faire du discours et de la communication, ou est-ce qu'on pense que ça peut mener à des actions concrètes qui permettent vraiment, par exemple, de lutter contre l'extrême droite ou de mener, de gagner des victoires ensemble, quoi. Oui, alors, moi, comme je l'ai dit, quand il y a une lutte, quand il y a un combat, moi, je vois, c'est perceptible pour moi, c'est quelque chose que je peux percevoir, c'est quelque chose dans lequel je peux m'engager, en fait, dans ce qu'on peut appeler une alliance, etc. Mais en fait, ça peut pas être un slogan creux qu'on dit comme ça, qu'on balance comme ça, parce que ça fait bien sur Socialterre, à l'air libre, etc. En fait, pour moi, c'est avant tout, et c'est pour ça que, moi, c'est un mot que j'utilise, c'est du marketing politique, en fait. C'est Tour et Bourg avec Ruffin, c'est un truc qui est complètement hors sol, en fait, ça n'a pas de sens. Je peux, quand les Gilets jaunes émergent, donc là j'y vais et je parle avec des gens, pour moi c'est quelque chose que voilà, je peux faire des réunions, on peut se revoir. Donc nous par exemple on fait l'appel à l'acte 3 en juillet 2019. En fait il y a Fly Rider qui monte sur scène, qui est une des figures des Gilets jaunes, et il dit voilà, je m'excuse, bon on lui a pas demandé de s'excuser, mais en tout cas c'est lui qui a voulu le faire, pardon, etc. C'est vrai que nous on était à des années-lumière d'imaginer ce que vous viviez, ce que vous avez vécu. Pour moi c'était une énorme victoire ça, mais ça c'est un travail politique, mais c'est coûteux, c'est long, c'est un investissement énorme. C'est pas rien quand même ce que ça a été de s'investir comme ça pendant des mois et des mois pour qu'il y ait une petite délégation des Gilets jaunes qui finissent par venir arriver à Beaumont. Ah, c'est quand même beaucoup de travail, je le sais parce que je l'ai beaucoup fait. Tu perds beaucoup de choses en fait dans ça. C'est juste que je suis arrivé à un moment où je me dis, en fait, ce temps-là, est-ce que je peux pas plutôt le mettre à former l'Assemblée des quartiers par exemple, à essayer de prendre le pouvoir localement, à faire en sorte qu'il y ait des élus issus des quartiers populaires qui puissent défendre les intérêts matériels des habitants des quartiers populaires. C'est une question aussi de ça. Parce qu'en fait, quand on dit quartier populaire et monde rural, les gens oublient une chose fondamentale, ce qui est au centre de cette association, c'est qu'en fait on parle d'un groupe. Quand on dit quartier populaire, en fait on parle de noirs et d'arabes, musulmans. C'est ça dont on parle en fait. On dit noirs, arabes, musulmans, c'est la question raciale. Et quand on dit zone rurale, en fait on parle des populations blanches pauvres. En sachant que toutes les zones rurales ne sont pas pauvres, tous les machins, etc. Mais on va dire, on est l'image ce qu'on a appelé, entre guillemets, le petit blanc, quoi, qui nous vient des États-Unis. Bon, en fait, on oublie de dire une chose, c'est qu'en fait, on a un groupe majoritaire pour faire alliance avec un groupe minoritaire. Mais on se rend pas compte, ça peut être qu'un slogan de marketing, ça. Ça ne remet pas, ce n'est pas assez précis, ça ne recouvre pas assez ce que c'est que d'être aujourd'hui, par exemple, une personne musulmane en France. C'est-à-dire que l'essentiel du discours politique qui structure la vie politique française se fait sur un tout petit segment de la population française. C'est rien les musulmans en France, c'est vraiment rien. Or, pour autant, ça couvre 80% de certaines chaînes et dans d'autres, de plus en plus, ça avance, ça arrive, etc. Donc on a des théories politiques qui se font sur cette question des musulmans, donc la théorie du grand remplacement par exemple, etc. Et donc moi ce que j'attends du coup de l'autre côté de l'Alliance, donc du monde rural, des petits blancs, des zones, des classes populaires, dans les appels comme on veut, des bourgs, etc., c'est de se mettre en mouvement frontalement contre ceux qui veulent les défendre. Parce qu'en fait, c'est en leur nom. En fait, c'est en leur nom qu'on dit qu'ils vont disparaître, ils seront plus blancs, ils pourront plus manger de saucisses, ils auront plus de terroir, ils auront plus de tradition, etc., etc., etc. Et qu'en fait, ils sont menacés par le halal qui avance, par on peut plus trouver de kebab, on trouve que des kebabs, on peut plus manger de roquefort, etc. Donc ça, à un moment donné, ça demande qu'il y ait des organisations politiques qui existent dans ces endroits-là,
Donc il y a votre organisation, mais c'est pas assez. Enfin, je crois pas que vous soyez un mouvement de masse. Il faut que les gens se mettent en mouvement, etc. Enfin, je veux dire, moi, on peut pas venir me voir et me dire, vous savez, regardez, vous êtes au chômage tous les deux. Parce que même au niveau du chômage, c'est pas vrai, c'est pas pareil. C'est pas vrai que, enfin, je veux dire, on parle quand même des quartiers populaires. Faut vous dire une chose, c'est que c'est des quartiers qui sont dans des grandes métropoles très riches. Donc imaginez ce que ça veut dire d'avoir des 30% de chômage à proximité de grands centres économiques. C'est quand même pas pareil que d'être dans des zones voilà, un peu enclavées, isolées, etc. Même si c'est toujours relié à une aire urbaine et tout. C'est pour ça qu'on relativise la question de ruralité. Et donc, je pourrais passer comme ça des heures et des heures à expliquer que ce slogan, en fait, il veut rien dire. Moi-même, je l'ai utilisé à un moment, il n'y a pas de problème, hein, je l'ai fait. Mais je pense quand même en essayant de mettre un peu de la politique, etc. Mais pour moi, il faut passer ça. Pour finir, pourquoi les gens le font, et moi-même je l'ai vu, c'est qu'en fait ça rapporte énormément politiquement. Quand tu es minoritaire par exemple, ça t'apporte beaucoup. Ça t'apporte des passages à la télé, ça t'apporte des interviews, ça t'apporte de la visibilité, tu vends des livres, tu tu t'es invité dans plein de festivals, etc. Moi, à titre personnel, j'ai jamais été autant invité que quand je parlais de ça. Et quand je parlais de l'Alliance Zone Rurale Quartier Populaire, j'étais invité partout. Je me souviens, j'en avais tout le temps des demandes d'interviews. On m'a jamais autant parlé, quoi. Tu vois. Et depuis que j'ai arrêté ça, que je me suis concentré sur les quartiers populaires et qu'on a lancé l'Assemblée des quartiers, en fait, on intéresse beaucoup moins. C'est pas ça qui est intéressant pour les journalistes, pour les trucs. Ce qu'ils veulent, c'est est-ce que tu mets au centre ce qui leur ressemble, en fait. Et pour finir, donc moi je le dis souvent, et par exemple Édouard Louis, donc c'est un ami, c'est un compagnon de route du comité Adama, etc. Mais c'est quelqu'un qui écrit sur la ruralité, mais qui est acheté par les blancs du 11e arrondissement. C'est ça la vérité, quoi. Donc ça je le dis souvent, mais c'est vrai, quoi. Et j'ai vu comment on remplissait les salles quand tu annonçais un débat comme ça. Mais laisse tomber, c'était blindé un mois avant, quoi. Ça tue pas les records de vues, etc. Donc je comprends ce truc-là, c'est facile. Donc du coup, ça permet d'aller à la facilité et tout. Moi, je suis revenu de ça. Je préfère créer des trucs sincères. Donc moi, je dis pas de nom, mais avec des organisations qui s'organisent, qui font le travail dans leur zone, etc. Comme nous, on le fait en fait dans nos quartiers. Nous, on fait cet effort-là, on s'organise et c'est vraiment pas facile. C'est très difficile parce qu'il faut se battre contre le maire, parce que le maire, lui, il achète tout le monde. Il faut se battre contre le préfet parce que le préfet, il regarde, il t'envoie des contrôles fiscaux, etc. parce qu'il dit que t'es communautaire. Il faut se battre contre la terre entière. Il faut se battre contre Ruffin qui, lui, braque à droite. Il faut se battre... Enfin, bref, c'est interminable cette histoire. Mais c'est un travail ingrat. C'est un travail long, vraiment très long qu'on a décidé de faire avec l'Assemblée des quartiers. Mais je sais que c'est ce qui payera sur le long terme. Pas sur le court terme, mais sur le long terme. Et je crois plus à ça. Merci, oui. Est-ce que tu as envie de répondre à ça? Je peux y aller, mais ça va aller dans le même sens. Je préviens, on va pas être sur un truc très contradictoire là pour le moment. Je pense que j'ai envie de rajouter un truc sur qu'est-ce qui amène à ce que justement ce slogan comme ça ait autant le vent en poupe. C'est que il y a eu une espèce de déflagration autour des législatives dernièrement avec cette espèce d'idée qui manque de finesse, mais de toute manière la question du manque de finesse dans l'analyse, je vais revenir dessus parce que ça se décline sur beaucoup de points. Mais sur du coup une espèce d'urgence à s'occuper de la question des ruralités. Et parce que c'est pour lutter contre l'extrême droite, parce que les présidentielles arrivent bientôt, et donc il y a ce sentiment d'urgence, j'ai l'impression que ça nous fait faire n'importe quoi. Ça nous fait faire n'importe quoi sur il faut que la gauche réinvestisse les territoires ruraux. C'est une bonne nouvelle, enfin, c'était temps de se le dire, mieux vaut tard que jamais, mais du coup pas n'importe comment. Et moi j'ai l'impression depuis un an d'être témoin de discours, de manière d'envisager les choses qui, à mon sens, vont créer beaucoup plus de fractures et de problèmes que ça va en réparer, quoi. Notamment du coup avec une gauche aussi culturelle des grandes villes qui a cette volonté de réinvestir les territoires et ruraux, et tant mieux. Mais parce qu'on est dans ce truc d'urgence, c'est pas très réfléchi et des fois, ça vient porter des discours. Bref, tu parlais de Socialterre, moi j'aurais des trucs à dire sur le numéro de Socialterre qui est sorti sur les territoires ruraux par exemple. Enfin, il y a vraiment des trucs qui m'ont fortement déplu, mais bref.
et du coup, ça nous amène à avoir un manque de finesse dans l'analyse sur tout un tas de choses. La question donc de alliance des jeunes des quartiers et des jeunes ruraux, une des idées sur lesquelles ça repose quand même, ce serait donc cette idée, voilà, il y aurait les grandes métropoles avec des quartiers populaires à côté et puis les territoires ruraux. Et donc une des choses qui ferait que les gens voteraient pour l'extrême droite, c'est que les ruraux, en fait, ils auraient peut-être jamais vu une personne noire de leur vie et donc du coup, ils ont peur de ce qu'ils connaissent pas. Alors, non, enfin en fait, déjà, voilà, moi je viens d'un petit village à côté de Lons-le-Saunier qui est une des plus petites préfectures de France avec 20 000 habitants. Il y a un quartier populaire, enfin voilà, il n'y a pas de problème, les gens ils se rencontrent au niveau du marché. En effet, par contre, après, l'espace est segmenté et il n'y a pas de lieu de rencontre. Mais voilà, les blancs ruraux qui viennent au marché à Lons-le-Saunier croisent des femmes voilées une fois par semaine. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qu'ils ont vu seulement sur CNews, quoi. Et du coup, ça fait vraiment partie. Pour moi, c'est déjà le début du moment où on commence à manquer de finesse. Et puis alors après, ça se déroule sans fin. Il y a la question du coup des similitudes, cette espèce de destin commun qu'on essaie de nous inventer. T'en as parlé, mais en fait, ça se décline. La question de on manque de services publics, oui, mais ça se traduit pas du tout de la même manière. Les enjeux de mobilité, c'est pas la même chose. Enfin voilà, toi, quand tu étais venu intervenir au MRJC, tu avais. Du coup, là, je vais citer la personne qui est à ma droite, mais c'est intéressant. Mais bref, tu avais ramené un truc que j'avais trouvé très juste, c'était que tu avais dit le destin d'un jeune blanc rural qui fait de la merde sur son scooter, ça va pas être le même que celui d'un jeune racisé dans un quartier populaire qui fait de la merde sur son scooter. Il y en a un, ça peut se finir, la rencontre avec la police peut se finir avec la mort, et l'autre avec les parents qui vont se faire gentiment taper sur les doigts pour leur rappeler que leur fils a encore un petit peu fait le couillon, quoi. Donc il y a ces enjeux-là. Et oui, bien sûr qu'il y a des similarités qui sont vraies. La question de tout le monde se connaît, du coup il y a un contrôle social très fort et tout. En termes de récits de vie à croiser, c'est hyper intéressant. Mais faire une alliance politique de lutte contre l'extrême droite, ça se construit pas sur des espèces d'idées générales qu'on aurait le même destin, alors que c'est faux. Et surtout, ça alimente des discours politiques ça alimente pour moi un des discours. On vise à lutter pour l'idée qu'on aurait le même destin, sauf qu'en fait, concrètement aujourd'hui, dans les discours politiques qu'on entend, on a mis trop d'argent dans les quartiers populaires, pas assez chez les ruraux. Bon, ça fait du coup, ça fait le beurre de l'extrême droite et de la droite aussi. Qui pour autant met pas plus d'argent dans les territoires ruraux, mais toujours est-il qu'on s'en sort quand même gagnant, au moins dans le refrain qu'on entend à la télé à longueur de journée, quoi. Mais du coup, une fois que ça c'est dit, et encore on pourrait en étaler des tartines pendant un petit moment, il y a quand même un truc sur lequel moi ça me semble intéressant de pouvoir avoir des espaces où on croise, où on réfléchit ensemble, et où chacun va refaire le travail après sur son territoire, c'est la question justement de l'éducation populaire et de la formation politique des jeunes, notamment, de nos publics qui sont différents et qui font face à des réalités différentes. Mais moi, typiquement, quelque chose qui m'inspire beaucoup avec l'Assemblée des quartiers, c'est la part importante que vous donnez à l'histoire de vos luttes, de quoi vous héritez. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous manque, auquel il faudrait qu'on se raccroche davantage. Je pense vraiment que là, ce qui urge, c'est que sur le terrain, on fasse de la formation politique assez intense, et que du coup, il y a on va parler en mode je vais parler comme une start-up. Il faut qu'on fasse des espaces où on partage nos savoirs, où on mutualise, mais il n'y a pas de. Ça me paraît assez compliqué d'imaginer une alliance qui se traduit de manière concrète autrement que comme ça. Si ce n'est aussi pour moi, un des trucs qui est intéressant, c'est de lutter contre la concurrence des assos qui est à l'œuvre aujourd'hui dans le monde associatif, et qui ferait que du coup on viendrait rejouer ce truc-là entre nos propres projets, auprès de nos publics, etc. Et du coup la rencontre, elle peut défaire ce risque-là.
Mais en effet, enfin, pour moi, il n'y a pas de. L'alliance se définit difficilement autrement que comme ça, quoi. Oui, alors pour cette question justement d'alliance entre le monde rural et les quartiers populaires, il y a nous en fait chez DLP, donc démocratiser la politique. Donc pour nous en fait, nous défendons en fait le concept de parité sociale en politique, avec une meilleure représentation des classes sociales en politique. Et donc là-dessus, que ce soit au niveau territorial, que ce soit dans le milieu urbain ou le milieu rural, il est important en fait que l'on ait une représentation des différentes classes sociales en politique. Donc nous, notre combat, l'alliance, elle peut se faire par exemple en fournissant des outils qui permettront justement de voir que les différentes listes candidates, par exemple, eh bien, respectent la parité sociale, où on a les personnes qui sont élues au pouvoir, eh bien, en fait, puissent représenter les différentes classes sociales en politique. Donc, en effet, là, on nous a présenté justement, notamment Youssef de l'Assemblée des quartiers, que ça a été justement un coup de com pour certains partis, de dire oui, allions les deux mondes, parce que justement nous retrouvons des fractures identiques, que ce soit dans les quartiers populaires ou dans la ruralité, et donc de faire en sorte de proposer des politiques publiques qui permettent justement de lutter efficacement contre cette exclusion, ces différentes fractures et les thématiques qui touchent vraiment ces zones, ces endroits. Et donc, coup de com', parce qu'on en a parlé, et puis comme on disait tout de suite, oui, ça fait bien de dire qu'on relie ces deux mondes-là, qu'on s'intéresse justement aux problématiques qui sont rencontrées, mais très concrètement, comment ça se traduit. Donc quand c'est les citoyens, donc les forces citoyennes, eh bien elles peuvent justement s'organiser pour justement faire rencontrer ces deux mondes-là. Et puis on a même des exemples concrets sur certaines ruralités ou certaines zones où on a par exemple par rapport à la souveraineté alimentaire, où on va faire rencontrer justement des populations avec des producteurs et mettre en place certains projets qui permettent justement de faire rencontrer ces populations. Et sinon aussi au niveau culturel, et au niveau du festival ou au niveau sportif, on peut aussi créer des alliances qui permettent de faire des projets communs. Maintenant, au niveau de démocratiser la politique, donc c'est essentiel en tout cas de pouvoir fournir ces outils qui permettent de mesurer justement la parité sociale et de faire en sorte de mener le combat commun pour que l'on ait justement une meilleure représentation en politique. Donc tout à l'heure j'ai parlé de la diagonale du vide, où on retrouve paradoxalement justement la désertification des classes supérieures sur ces zones-là, où on a aussi une désertification des services publics, des mobilités, etc. sur ces zones-là. Eh bien, justement, l'intérêt de pouvoir rendre la politique aux personnes concernées permettrait justement de mettre en place des projets qui permettent d'améliorer le cadre de vie et de répondre aux questions rencontrées. Pour compléter un peu ce que Youssef a dit, effectivement c'est un coup de com'. C'est un coup de com', et ce sera vraiment un travail de longue haleine, clairement, parce que tout à l'heure je l'ai dit, effectivement on a des problématiques qui seraient similaires, mais du coup qui seraient traitées autrement par les politiques publiques. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui dans les quartiers, on parle de politique de la ville et on parle de zones de revitalisation sur les quartiers ruraux. Donc même les termes déjà, on sait que finalement on a des similitudes, mais il y a beaucoup de choses aussi qui nous opposent finalement, où à un moment donné il faut qu'on arrive à trouver un point d'ancrage. Et comme disait Youssef, je pense que ça va être un travail de longue haleine, dans le sens où déjà il faut passer la barrière des préjugés,
déjà travailler sur des temps communs. Et travailler sur des temps communs, c'est-à-dire qu'il faut trouver des temps où les gens peuvent échanger, même si on peut rencontrer des militants associatifs, que ce soit en zone rurale ou en QPV. Mais je pense que finalement, ce coup de com' peut être aussi un levier, même si il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais je reste quand même positive en se disant, il y a quand même des gens avec des parcours de vie différents, avec des difficultés peut-être différentes, mais on peut arriver peut-être à faire des choses, peut-être comme disait, démocratiser la politique, se dire à un moment donné, parce qu'aujourd'hui quand on parle de liste citoyenne, on se dit à un moment donné il faut des classes sociales différentes, il faut des personnes intergénérationnelles, il faut des personnes de différents parcours. Donc je pense que ça commence par là. Quand on parle de liste citoyenne aujourd'hui, à un moment donné, on est obligé de faire avec des personnes qui soient peut-être en quartier prioritaire, qui soient racisées, pas racisées. Donc déjà, ça passe déjà par le volet un peu déjà politique, et ça part aussi par le volet militantisme, parce que avec l'Assemblée des quartiers, on a pu assister à différents débats où des personnes qui étaient en milieu rural proposaient des Erasmus. Carrément, le modèle d'Erasmus, de se dire on peut faire des échanges avec soit les jeunes ou les moins jeunes des quartiers et voir dans quelle mesure on a des choses communes et dans quelle mesure on peut déjà un peu diminuer ces préjugés et se dire finalement on est sur un territoire, on n'a pas forcément les mêmes problématiques, donc on peut peut-être faire des choses ensemble. Donc voilà en tout cas vraiment. Merci. Mais, du coup, j'ai un peu envie de vous poser cette question provocatrice, notamment Youssef et Manon. Est-ce que vous êtes en train de dire que finalement on reste sur nos territoires et on s'occupe prioritairement par exemple, faire de l'auto-organisation habitante ou de la politisation là où on est? Je pense que c'est un shot de basse et que dans 2 minutes, ça va se... Depuis tout à l'heure, ils font un peu ça. Du coup, faut accepter pendant... Non, elle a pas dit ça, elle a travaillé avec Destinly, elle a dit. Ouais, elle a dit ça. Mais elle a dit un truc un peu... vous dites des trucs un peu... voilà, j'ai remarqué, vous donnez un petit coup là, un petit coup là. Mais sinon, je voulais aussi que peut-être que tu expliques, parce que tu as parlé de cette alliance entre le comité Adama et les Gilets jaunes, même si on va un peu plus en arrière encore, le MIB en fait avait fait une alliance avec les paysans du Larzac. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il y a eu des espaces de rencontre, des moments de tribune, etc. En fait, même si on regarde ces expériences-là, c'est qu'est-ce qui a fait que, par exemple, ça n'a pas perduré dans le temps, ou peut-être qu'il y a des choses qui ont perduré dans le temps et qui sont peut-être moins visibles. Et ça m'amène aussi à une autre question qui est, peut-être que c'est que des coups de com', mais est-ce que c'est pas des coups de com', un peu ce que tu disais est-ce que c'est pas des coups de com' qui pourraient faire du bien, même si on pense juste cadre électoral, l'extrême droite, est-ce que c'est pas des coups de com' qui permettent à des gens de renoncer par exemple à voter RN parce que ça bouscule des choses chez eux quoi. Alors, déjà effectivement c'est pas nouveau. En fait, tu sais, il y a un truc intéressant. Il y a longtemps, ça m'est revenu récemment, parce que bon, ça me travaille beaucoup cette question, parce que elle s'impose à nous, donc, parce qu'elle est ultra à la mode, donc voilà. Donc je développe des arguments et tout, je creuse. Et en fait, je me suis rappelé d'un livre que j'avais lu il y a longtemps, qui s'appelait Pays de malheur, de Younes Amrani, qui c'était un entretien en fait par lettre épistolaire avec Stéphane Beau. Et en fait, Younes Amrani, c'est un marcheur de la marche de 83. Et en fait, il raconte un moment important, c'est donc la traversée de la France. D'accord ? Et finalement, en fait, ils ont fait une traversée du monde rural. Et c'est drôle parce que c'était déjà, alors ça se posait pas comme ça à l'époque, mais c'était déjà ça en fait, ça se posait déjà comme ça, puisqu'en fait c'était l'émergence sur la scène publique de la 2e génération, donc des enfants d'immigrés, d'accord ? Qui étaient, alors, soi-disant invisibles. En fait, c'était les enfants indésirables de la République et de la France, puisqu'en fait, l'idée, c'était que leurs parents étaient venus pour travailler dans les usines, étaient venus pour construire littéralement la France, construire le périphérique, construire l'aéroport Roissy, construire les cités, et travailler dans le nettoyage, etc., etc. Ils vivaient dans les bidonvilles. Ils vivaient dans ce qu'on appelle des cités de transit. Bon, transit à la base, c'était pour être transité pour aller après dans des logements, HLM, etc. Mais en tout cas, c'était des gens qui devaient rentrer et qui devaient pas apparaître et qui devaient disparaître
Sauf que ces hommes ont eu des enfants, parce que leurs femmes, ils ont pu faire avec le regroupement familial avec Valérie Giscard d'Estaing, ramener leur épouse qui était au pays. Bref, sont arrivés les enfants illégitimes, clairement. On n'en voulait pas de ces enfants-là. Donc il se trouve qu'ils étaient là et qu'ils ont été à l'école, et donc ils ont fait cette apparition incroyable, extraordinaire en 83. Une apparition massive, voilà, brutale, et en plus quel niveau. Enfin, je sais pas si vous regardez les archives. Moi, je suis toujours impressionné par mes anciens, quoi, mes grands frères, parfois même on pourrait dire des grands-pères maintenant, qui parlaient. C'était impressionnant, Toumi Jaja, etc. et toute sa bande, Jamal Attala, Farida Belroul, qui a mal fini, mais incroyable Farida Belroul. Moi, je regarde des vidéos d'elle, je me dis mais quel charisme, elle était incroyable. À la télé, comment elle s'exprimait, comment elle rentrait dedans, comment elle était précise dans l'analyse, etc. Bref, donc cette génération dorée qui s'est pris un mur. Pour revenir à ce que je disais, donc il traverse en fait le monde rural, et c'est super intéressant, trouvez-le, il s'appelle Pays de Malheur, de Younes Amrani ou Amrani, et il raconte cette rencontre avec ce qu'on appelle le monde rural, quoi. Et c'est intéressant parce qu'en fait, parfois ils étaient accueillis par des pierres, hein, littéralement. Hein. En fait, on leur jetait des pierres. Ça m'avait beaucoup marqué, ça. Donc ils arrivaient et tout, il y avait des bandes qui les attendaient, qui leur jetaient des pierres pour les empêcher de traverser leur village, puisqu'en fait ils passaient par les nationales. Forcément, ils n'avaient pas passé par l'autoroute. Et donc, du coup, ils font cette rencontre où parfois ça se passe bien. Et donc ils font des moments de repas partagés et tout dans certains villages, où en fait ils vont manger dans la salle de la mairie, là où on faisait le bal du village, etc. Et donc il y a ces rencontres, et pour la première fois ils se parlent et tout. Et ce qui était intéressant, c'est que je voyais ça, je disais ça d'un point de vue donc une traversée du monde rural, mais c'est qu'en fait c'était aussi une nouveauté pour les grands centres urbains. C'est qu'en fait c'était aussi l'apparition et l'émergence des jeunes arabes, en fait, hein. C'était des arabes pour la majorité. Il y avait quelques personnes noires, mais c'était essentiellement des jeunes, ce qu'on appelle jeunes beurs, dans aussi les grandes métropoles, etc. Donc en fait, cette histoire, c'est qu'il faudrait aussi discuter, parler de certains milieux en zone urbaine, dans les grandes métropoles, qui sont complètement fermés à la question des quartiers populaires, qui sont complètement des espaces hermétiques. On a un exemple ici, on le voit bien avec la fête de l'humanité. Ça se passe en Ile-de-France, etc. Et donc les jeunes qui sont ici, j'espère que vous prendrez la parole après, mais ils font un petit travail journalistique avec Céline sur la représentation dans la fête. Il y aurait beaucoup à dire ici, en fait, déjà ici. Là, c'est pas la zone rurale ici. Voilà, voilà, le RER il nous ramène à 30 minutes ici. Et donc, pourquoi spécifiquement cette question-là? Tu vois, c'est ça que moi que j'interroge. C'est pas que je veux pas, c'est pas que je veux plus. Moi, s'il y a une occasion qui se présente, encore une fois, s'il y a une possibilité avec un mouvement organisé, bah oui, je la prends et j'y vais et on fait de la politique ensemble, etc. Mais c'est pas pertinent d'un point de vue pratique et surtout d'efficacité. Parce qu'en fait, nous, on doit s'attaquer directement à ce qui produit la pensée, à ce qui produit le discours dominant, à ce qui produit en fait tous ces mythes, etc. Et en fait, ça se passe essentiellement dans les grands centres urbains. C'est là que tout se concentre, c'est la France qui est faite comme ça. Et c'est là que se concentre le monde intellectuel, c'est là que se concentrent les médias, c'est là que se concentre le pouvoir politique aussi. Et aussi, l'autre grande problématique qu'on a, et c'est aussi un truc de pragmatisme, c'est qu'en fait, moi, je vis à Bagnolet. Donc moi, à Bagnolet, je dois prendre le pouvoir là où je vis. Et donc moi, je dois travailler à créer une organisation qui puisse faire en sorte de prendre le pouvoir à Bagnolet. Or, qu'est-ce qui se passe à Bagnolet pour moi? À Bagnolet, c'est qu'en fait, moi, j'ai pas affaire aux petits blancs, entre guillemets, qui n'existent pas, mais on va dire petits blancs, tout le monde se comprend. J'ai pas affaire au monde rural, j'ai affaire aux classes moyennes bourgeoises. Et donc moi, je dois réfléchir à un projet politique sur comment je fais pour gagner la ville avec ces gens-là aussi. Tu vois, comment on fait? Et eux, en fait, c'est mes premiers adversaires. C'est eux, en fait, qui m'entravent du matin, midi et soir. C'est eux qui produisent le discours en communautarisme, le discours de c'est des sauvages, le discours c'est des islamistes, etc., etc. Et donc moi, je dois faire avec eux ce qu'on appelle les bobos. Mais bon, même si c'est pareil, c'est un terme piégé, parce qu'on est toujours le bobo de quelqu'un. Mais donc moi, c'est ça, vraiment, c'est du pragmatisme. Moi, je suis pragmatique. Voilà, moi, c'est toujours ce qui me guide et c'est toujours ce qui fait ma stratégie politique. C'est je regarde l'efficacité et je regarde ce que j'ai devant moi. Et donc, à partir du moment où j'ai ces classes moyennes-là, bah, je dois réfléchir à un projet politique qui les intègre et qui fasse qu'il ne soit pas un danger pour moi. Parce que pour moi, c'est un danger. Ça peut l'être. Ça peut vraiment aboutir à des gros problèmes pour un militant des quartiers populaires qui pose la question raciale, qui pose la question de l'islamophobie, qui pose la question palestinienne. Parce que on peut très bien mettre aujourd'hui le kéfier, c'est bien, ça y est, c'est acquis, tout le monde peut mettre le drapeau palestinien, etc. Mais comment on parle de la Palestine aussi? Et je sais que beaucoup s'empressent vite dans la bourgeoisie intellectuelle de prendre vite
cette question palestinienne pour pas nous la laisser parce qu'ils veulent la poser comme eux ils la veulent. Donc c'est par exemple la tribune de Jean-Pierre Filulu là qui dit que le génocide, ce sont les victimes du génocide qui sont responsables du génocide. C'est une manière de capter vite le récit, c'est une manière de capter vite nos questions pour vite que ce soit pas nous qui la prenions en charge parce que voilà, ça peut être un danger pour eux politiques. Bon, ça c'est un exemple concret que je viens de te donner sur la Palestine, tu vois, par exemple. Ça pour moi c'est pas le monde rural, c'est pas mon ami, c'est pas ma camarade là qui va m'empêcher de le faire, quoi. C'est à Bagnolet, c'est à Montreuil, c'est à Toulouse, l'Assemblée des quartiers Toulouse, l'Assemblée des quartiers Strasbourg, l'Assemblée des quartiers Montpellier. En fait c'est des problématiques du monde urbain, quoi. Ta question du coup c'était est-ce qu'il y aurait quand même pas des trucs positifs qui pourraient en tirer si on la tentait de manière concrète cette alliance. Bien sûr que si, en fait c'est juste le premier obstacle, il est vraiment hyper pratico-pratique quoi. Enfin, on se retrouve où et quand et avec qui et comment. Déjà juste ça me paraît quand même être un enjeu un peu difficile. Youssef a parlé du public avec lequel il doit travailler. Le public avec lequel nous on doit travailler, c'est du coup un public blanc de personnes qui ont quasi jamais quitté leur territoire et qui tirent une fierté du fait de vouloir y rester et que c'est pas demain la veille qu'on les verra à Paris. Et du coup, à partir de là, déjà, on commence à rencontrer quand même une certaine limite. Nous, on voit bien au MRJC que un des enjeux auxquels on se confronte avec les questions de mobilisation, c'est que dès qu'on vise un territoire un tout petit peu trop grand, et quand je dis un tout petit peu trop grand, je parle de au-delà de 3 communes, on perd du monde parce qu'en fait ça demande à s'écarter du lieu de vie où on a tous les repères, etc. Et déjà là on perd des jeunes. Donc nous ça nous impose quand même pour être en capacité d'être sur le terrain, déjà de baisser nos ambitions au maximum. Ça c'est la première chose, c'est vraiment l'aspect très, très pratique. Un autre aspect qui est-ce que rencontrer des personnes racisées, rencontrer des personnes des quartiers populaires permettrait à des ruraux de changer leur regard, de ne pas voter pour le RN, parce que clairement c'est de ça dont on parle en fait. J'ose espérer que oui. Enfin moi je suis catho, donc je reste quand même sur un truc un peu de la rencontre avec l'autre, voir l'humanité en l'autre, c'est quelque chose qui à un moment met en mouvement quelque chose en soi, qui fait qu'on peut changer son regard, etc. C'est juste le vote pour le RN de la part des catégories populaires que moi je fréquente et que je vois en rural, il tient quand même à des trucs qui sont pas jojo et que ça me paraît difficile de réussir à renverser en organisant des tentatives de rencontres d'alliance. Quand ce qui te motive, c'est de te dire moi je me sens en bas de l'échelle, j'ai l'impression que la génération au-dessus de la mienne, mes parents et tout, ils s'en sont hyper bien sortis, ils ont pu acheter leur maison pavillonnaire facilement, etc. Que moi je galère. Et globalement que juste on est dans un contexte où c'est la merde. Mais quelque chose qui me permettrait de me sentir un peu mieux, c'est de m'assurer qu'il y aura toujours d'autres personnes en dessous de moi pour qui ce sera plus la merde. Ça vient quand même puiser dans des trucs de l'humain qui sont assez sales, mais qui, littéralement, c'est quand même ce qui se passe, quoi. Et du coup, c'est quand même... c'est ça qu'il faut aller désactiver, et je pense une fois qu'on prend conscience que c'est de ça dont on parle, c'est quand même plus dur de se dire c'est la rencontre qui va permettre de c'est l'autre en miroir, se rencontre de nos points communs qui va faire que d'un coup je vais changer mon regard et je vais changer ma manière de le voir ou de la voir. Si mon objectif de base c'était quand même de m'assurer qu'il y en a pour qui les conditions de vie vont être plus précaires que pour moi, histoire que je sois pas au bas de l'échelle, le travail à faire il est quand même beaucoup plus profond, quoi. Après moi une des questions qui m'anime par exemple c'est en ce moment on voit un retour
voit une arrivée, là je pars sur un autre sujet, je vous préviens, on voit une arrivée assez importante de jeunes dans les paroisses, notamment en rural, de jeunes blancs, qui sont en fait dans un rapport un peu de jalousie à leurs camarades de classe musulmans. Donc ils trouvent que ils assument grave leur pratique, ils assument grave leur foi, c'est trop bien, et moi aussi je veux ça, et donc du coup bah, je vais aller à l'église et puis je vais commencer à faire un parcours de baptême, etc. Du coup ces jeunes-là, ils vont être captés par une église qui de plus en plus fait circuler un discours réactionnaire, identitaire, etc. et confondre la question de la religion avec, en plus de ça, une forme de défense d'un mode de vie français, catholique, etc. Donc pour moi, il y a un gros enjeu à aller chercher ces jeunes-là, à être actifs dans les paroisses et tout. Et typiquement, la question de la religion, je trouve, dans un contexte extrêmement laïcard, où on vise à remettre la foi et la religion et la spiritualité dans la zone, la sphère privée, coûte que coûte, je trouve que c'est un sujet, mais parce que j'y suis sensible et parce qu'il me concerne, hein, qui est hyper intéressant à travailler, et que quand je me retrouve dans des espaces comme celui-ci à discuter avec des jeunes de quartiers populaires, on trouve quand même des sensibilités sur ces sujets-là à discuter qui sont hyper intéressantes et qu'on peut, je pense, travailler de manière fine. Et là où pour le coup la construction politique, elle aurait le mérite d'être originale et de s'appuyer sur des trucs un peu concrets, intéressants. Et donc je cite cet exemple-là pour dire que oui, bien sûr qu'il y aurait des trucs chouettes à faire, mais que pour vraiment juste changer le regard des ruraux, je pense qu'on y viendra tout à l'heure avec ta dernière question, mais pour moi c'est vraiment la question de l'antiracisme qui est à poser et qui dépasse très largement le fait de favoriser des espaces de rencontre, quoi, entre deux publics. Oui, alors Margot, donc du coup la question c'était justement comment faire perdurer les rencontres, et puis tout à l'heure justement tu me disais est-ce que c'était un coup de com' ou vraiment il y a des choses qui se sont réalisées, et on se rend compte aussi que certaines alliances, ça n'a pas perduré dans le temps. Donc pourquoi donc là, pour rebondir justement ce que vient de dire Laetitia, c'est ça? Manon, pardon. Manon, je pense que dans la construction du récit commun, ça va être essentiel en fait, pour pouvoir justement allier les deux composantes pour justement donner du pouvoir, davantage de pouvoir aux citoyens. Donc les récits communs, ça va permettre justement de créer des alliances solides, qui vont perdurer dans le temps. Et ces alliances-là, en fait, il est essentiel en fait que l'on retrouve une diversité des organisations. Donc dans la diversité des organisations, ce qui va permettre justement de faire perdurer ces alliances et ces rencontres, c'est de permettre justement de renforcer ce pouvoir citoyen. Donc par un déplacement de territoire en territoire, et pouvoir aussi s'inscrire aussi dans le temps sur les différentes échéances électorales. Donc là, par rapport à démocratiser la politique, donc du coup les outils qui vont être mis à disposition, justement permettront en fait d'avoir des outils communs que l'on va pouvoir utiliser dans que ce soit au niveau rural ou au niveau urbain. Donc, pour revenir à la question, l'alliance stratégique, la faire perdurer, ce serait par exemple la rencontre qu'avait créée la fondation Daniel Mitterrand début juillet, où on a pu justement rencontrer, discuter avec différents types d'organisations. On a pu voir en fait justement qu'est-ce qui nous retient ou qu'est-ce qui pourrait justement nous rassembler, et à partir de là créer des outils mutualisés, partagés, et créer des outils qui vont nous permettre d'aller sur des combats qui peuvent être communs.
Donc, comme là, par exemple, là, actuellement, contexte politique, on a la montée du fascisme, du racisme, et bien là, justement, de construire ces récits communs et les outils qui vont nous permettre de combattre, quel que soit le territoire géographique, ces problématiques-là. Voilà. Merci. Tu veux réagir aussi à ça? Oui, rapidement en tout cas, parce que je pense que Youssef a bien avancé sur cette question-là. Moi, ce que j'avais juste envie de rajouter, c'est peut-être sur la question du militantisme associatif. En tout cas, de continuer à partager des informations, à partager ou de créer un peu un laboratoire d'idées, de se dire voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, et puis d'essayer de capitaliser. Et après, c'est de travailler sur la question des médias finalement, parce qu'aujourd'hui, quand on voit le RN, quand on voit Jordan Bardella sur les réseaux sociaux, il est sympa. Donc là, je trouve qu'à un moment donné, je vois aujourd'hui les jeunes de Gav Media, je me dis aussi la question de décrypter l'information, de bien comprendre ce qu'on nous raconte, pourquoi on nous le raconte et pourquoi ces récits sont mis en place. C'est important aussi d'avoir cette question d'éveil aussi politique, de se dire qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire? Est-ce qu'ils sont en train de nous opposer? Est-ce que finalement ils veulent qu'on soit ensemble? Ou est-ce qu'ils veulent diviser pour mieux régner? Il y a toutes ces questions-là et finalement je pense que voilà, cet aspect en tout cas des médias, elle est super importante. Et cette question de finalement de continuer à travailler, même si ça va pas être évident, ça va être compliqué, mais de se dire qu'il ne faut rien lâcher. Merci. Alors effectivement, on en arrive à ma dernière question. Cette question-là de l'alliance, des alliances stratégiques entre les quartiers et les ruralités. Effectivement, la vraie question en creux, c'est comment est-ce qu'on lutte contre l'extrême droite dans le contexte actuel. Et derrière la question de la lutte contre l'extrême droite, c'est bien la question raciste en fait qui est posée. Comment est-ce que, en fonction, c'est vrai que la question s'adresse peut-être très directement sur la ruralité, mais je pense que vous pouvez aussi y répondre et ce sera intéressant d'avoir votre point de vue. Comment est-ce qu'on lutte contre le racisme en fonction du territoire dans lequel on est? Parce que Manon disait tout à l'heure, oui, en fait, juste des rencontres, approcher l'autre, reconnaître son humanité, etc., ça suffit pas. Étant donné la situation ou les raisons qui poussent ces personnes à voter pour le RN. Donc comment est-ce qu'on mène cette lutte antiraciste? Comment est-ce qu'il faut des stratégies? C'est même presque une question. Est-ce qu'il faut des stratégies différenciées en fonction des territoires ou pas? Ou alors comment est-ce que vous pensez qu'il faut faire sur le type de territoire sur lequel vous êtes? Ouais, ça c'est la question finale. Mais on va pas tout dire parce que c'est une part stratégique. On peut pas tout dévoiler. Je vais garder un peu. Hein? Ouais. En fait, déjà, il y a une chose qu'il faut savoir, cette question de l'extrême droite, comment on fait pour bloquer l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et tout. Bon, déjà, tu sais, je parlais avec Félicien Faury, il était venu à Montreuil. Et j'ai fait un débat aussi avec Benoît Coquart et j'ai fait une discussion avec Félicien Faury. Je cours après tous ceux qui ont écrit sur la ruralité. Tu vois, je fais toujours un débat avec eux. Et bref, je sais, mais en fait, vous êtes les chouchous là, ceux qui écrivent sur ça. Il m'a dit ouais, c'est vrai. Il m'a dit c'est clair que j'ai plein d'articles partout. Tu sais, pour revenir à mon truc de départ, ça cartonne quand tu poses cette question du vote RN, de la question. En plus, lui, c'était après les législatives. Donc c'est là que son livre a surtout explosé. Des électeurs ordinaires, je crois qu'il avait appelé son livre. Benoît Coquart, pareil. Benoît Coquart, il a dit, mais laisse tomber, j'ai grave vendu. Salut les amis de stand. J'ai grave vendu, etc. J'ai eu un focus de malade médiatique. Même la découverte qui était son éditeur ne s'attendait pas à ce que ça marche aussi bien, son livre Ceux qui restent. Et Félicien Faury et lui, parce qu'ils se disent pas la même chose, en fait. En vrai, Benoît Coquart et Félicien Faury. Mais ils parlent pas des mêmes milieux. Benoît Coquart, il parle de l'Est, et lui, il parle du Sud, PACA, etc. Campagne en déclin et campagne attractive. Voilà, c'est ça, attractive, beaucoup plus âgée, beaucoup d'anciens pieds noirs, donc très très facho, extrême droite, turbo dans le Sud, là. Et donc tu vois, il y a vraiment un intérêt énorme et tout, etc. Et en partant des deux, c'est que Benoît Coquart, lui, te dit, donc sur vraiment la question du RN, lui, il te dit que c'est des territoires qui ont toujours voté RN, qui ont toujours voté à droite, nuance, qui ont toujours voté à droite, que déjà dès 68, ce sont les territoires où on prenait des ouvriers de là-bas, parce que c'était des territoires ouvriers. Et c'est ça aussi, la question de la ruralité, c'est que s'il y a des usines, en fait,
et que du coup on envoyait pour casser les grèves, déjà de l'époque 68 et tout, etc. Lui, dans le sud, il dit que c'est des vieux en fait, qui votent purement par instinct racial, de suprématie blanche et tout, etc. Et qui voilà, qui a pas grand-chose à faire non plus. Et qui dit que, et Benoît Coquart, lui, il dit que ça passe par un grand remplacement sociologique, que ça passe par en fait une arrivée massive, comme ce qui se fait, on en parlait avant en aparté, dans la Drôme et dans l'Ardèche, où en fait c'est des zones rurales où en fait ça vote à gauche, parce que c'est une population qui est venue il y a longtemps, fin des années 70, début des années 80, dans ces territoires-là. Du coup, ça a changé. Typiquement, ça vote Mélenchon, comme ce qui s'est passé dans le Larzac auparavant, où en fait, les gens sont venus s'installer, etc. Et donc, dans les bureaux de vote, ça se voit en fait. On voit des librairies stylées qui apparaissent, on voit des vélos cargo, on voit comment tout d'un coup les gens arrivent avec leurs pratiques, etc. Et donc voilà, ça peut être une solution. Mais en fait, ce que les gens oublient, ce que ces éminents intellectuels oublient peut-être, et ce que je leur avais déjà à l'époque, c'est qu'en fait la France c'est pas une île dans un monde, sur la planète, c'est pas une île dans le sens où c'est pas un pays isolé du reste du monde occidental, et qu'en fait dans le monde occidental il y a une vague suprémaciste en fait. Qu'en fait la France, comme l'Angleterre, hier il y a eu la plus grande marche de l'histoire de l'Angleterre de l'extrême droite, je sais pas si vous avez vu les images, c'était impressionnant. Il y a que les marches pour Gaza, je crois que j'ai vu autant de monde. Où c'était l'extrême droite annonce 3 millions, il y avait au moins 1 million, c'est impressionnant. L'Allemagne avec l'AfD, donc les sondages là qui donnent l'AfD numéro 2 ou 1 en fonction des sondages. Donc voilà, à part l'Espagne un peu qui fait exception, qui est un peu truc inattendu, etc. On a une vague de suprémacistes blancs qui cartonnent en fait et qui emportent aujourd'hui une partie de la jeunesse blanche qui se reconnaît dans ça. Ça ne me donne pas du tout ce que tu dis, cet exemple de retour à l'église, etc. Alors qu'on est dans un pays où on a quand même très, très, très sécularisé, contrairement à d'autres pays occidentaux. Et donc, la France n'y échappera pas. Et moi, je suis plutôt partisan de l'affrontement, en fait. Je suis plutôt partisan de... je sais plus qui disait qu'il faut prendre le pouvoir et défaire. Il faut prendre le pouvoir d'une manière ou d'une autre et défaire en fait ces tendances fascistes, ces tendances suprémacistes, qu'il faut les affronter de front en fait. Et que c'est pas, et là c'est une grande divergence que j'ai avec une partie de l'antiracisme, et je terminerai là-dessus, une partie de l'antiracisme, une partie de la gauche aujourd'hui sur les affects, sur le fait d'aller dans le sens de brosser les gens dans le sens du poil, sur le fait de les accepter tels qu'ils sont, etc. Que c'est pas grave que d'aller chercher dans le soralisme ceux qui sont intéressés par Soral et de les ramener vers nous. Moi, j'y crois pas du tout à ça. Moi, je crois plutôt au regroupement, à se regrouper, à essayer de prendre une partie de la jeunesse éduquée, diplômée, blanche, racisée, métissée, une partie de ces classes moyennes qui sont dans les grandes métropoles. Et aujourd'hui, on le voit électoralement que les grandes métropoles constituent des blocs et que c'est pas un problème, parce que pour Ruffin, c'est un problème ça. Mais ça va pas, on gagne que dans les métropoles, mais c'est pas un problème. En fait, il faut qu'on crée des bastions, il faut qu'on se regroupe, il faut qu'on gagne, il faut déjà qu'on fasse ce travail-là, y compris dans ces secteurs-là qui votent à gauche, et c'est pas parfait. Donc de s'harmoniser politiquement sur notre ligne, etc. Et que d'une manière ou d'une autre, on arrive par un miracle, un trou de souris, à prendre le pouvoir et vraiment, je le dis, à les défaire et à enfin faire ce qui fait sur quoi prospère l'extrême droite, sur les défaites, sur les illusions du Parti Socialiste, de la gauche quand elle était au pouvoir. C'est qu'en fait, en réalité, on parle beaucoup des petits blancs qui ont été trahis par Hollande, et donc on se souvient de Florange, des promesses non tenues, etc. Mais les quartiers populaires alors? Les quartiers populaires, c'est que ça, c'est que se manger des disquettes matin, midi et soir depuis Mitterrand. C'était le droit de vote des étrangers, c'était les récépissés pour les contrôles de police. Soit dit en passant, j'étais complètement contre, pour moi il faut interdire les contrôles de police. Allez, il disait un récépissé, c'est un récépissé pour un truc, pour une pratique illégale. Bon, ok, mais vas-y, ça aussi, tout ça, ça a été enterré. Nous aussi on a été... Il a dit quoi? Mitterrand, c'était aussi pas bon? Oui, Mitterrand, voilà, on est d'accord, etc. Bon, bref, nous aussi, on a été déjeunés, mais pour autant, on se met pas à voter RN, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce qu'on a été trahi par la gauche que tout d'un coup, on va commencer à voter RN. Donc, il y a quelque chose de plus profond qui est, pour moi, structurel aux sociétés occidentales. Elles se sont construites, sur une histoire de l'esclavage, de la colonisation, etc. Bon, tant que ça ne sera pas fait, on n'affrontera pas de front, de face. Bon, faut pas espérer un miracle au niveau électoral. Mais par contre, se regrouper, nous, dans nos milieux, continuer à se convaincre, continuer à s'auto-former entre nous, parce que tout n'est pas clair, il y a beaucoup d'incompréhension, etc. Que plutôt de partir sur un truc complètement dingue que je vois aujourd'hui,
de partir sur les affects et tout, là, mais c'est un pari fou. Ça marchera jamais, ça marchera pas. Et franchement, Félicien Faury et Benoît Coquart, sur ça, ils se rejoignent sur ça, ils sont d'accord. En fait, voilà, comme j'ai dit sur les 2 exemples que je viens de dire, à moins qu'on aille tous s'installer avec toi, s'il y a de la place, on vient tous habiter, mais du coup, ce sera plus un village. Du coup, ça va être 20 000, 30 000 habitants. Il n'y a pas vraiment de miracle possible. Donc, regroupons-nous, prenons le pouvoir et affrontons-les de front, quoi. N'ayons pas peur de l'affrontement. Déjà, vous êtes tous et toutes les bienvenus dans le Jura. Cette ligne-là, en vrai, pour moi, c'est là que je te rejoins et en même temps je nuance, c'est que dans la... Pardon, merci. Moi, là, je suis dans le Jura, je veux justement agir politiquement. Je suis face à un public où, pour le coup, si j'essaie simplement d'aller construire mes alliances avec les personnes avec qui je suis raccord politiquement, enfin en faire un minuscule noyau, et en fait, de ce que je vois en rural, pour moi là, en ce moment ça fait vraiment du mal, cette espèce d'entre-soi d'une gauche, même pas forcément gauche militante, hein, gauche culturelle globalement. On a un mode de vie un petit peu alternatif, on est entre nous, on a ouvert un mini café associatif dans le village, voilà, et on s'y retrouve, et puis on se met d'accord pour aller regarder la même conférence portée par la même asso, portée par les mêmes vieux de la vieille qui sont syndiqués depuis Mathusalem, et on en a besoin. Enfin, moi ça me fait beaucoup de bien d'être dans ces espaces-là, mais en attendant, tous nos voisins continuent de plus en plus de basculer à l'extrême droite, quoi. Et du coup, sans être dans un truc complètement... je vais aller chercher mon voisin ultra facho et je vais essayer de le faire changer d'avis parce que bon, ça n'a aucun sens. Mais moi, forcément, toute ma formation politique, elle vient de l'éducation populaire. Et du coup, j'ai aussi une foi très forte dans ce que ça permet, quoi. Par contre, ça nous met sur une ligne que je trouve assez difficile à tenir. Qui est extrêmement difficile à dire. Au MRJC, on a organisé cet été un grand festival qui s'appelle les Grandes Rurales. Coucou Lumière. Sur la thématique de la fête au village. Une de nos idées, c'était vraiment de dire la fête au village, c'est là qu'on se retrouve, à tenir la buvette avec nos voisins avec qui on n'est pas d'accord politiquement, mais que en fait on y passe 5 heures et du coup c'est un super moment où au bout d'un moment, l'alcool faisant, tout ça, on finit par s'entendre et puis à être en capacité de discuter. Ok. Mais après, il se situe où le moment où on estime que là, la personne en face, elle a dit suffisamment de dingueries pour que ce soit plus possible. Est-ce que c'est tout de suite? Est-ce qu'on attend quand même d'avoir fait un peu copain-copain avant de se sauter dessus pour s'engueuler? Et en fait, nous, c'est vraiment un truc auquel on se confronte en recherche encore de quelle est la bonne stratégie et comment on prend ce truc-là. Moi, ce qui me semble être un peu le problème le double problème au cœur, c'est la question de l'idée, on n'en a pas trop parlé, mais pour moi elle est centrale, l'idée que l'extrême droite diffuse à fond, c'est l'idée de l'assistanat, les assistés. Et moi, là où je suis, c'est ça qui prend, mais à fond. Enfin, vraiment, ça marche hyper bien. Parce que ça fonctionne sur une population d'employés, d'entrepreneurs qui ont très à cœur la valeur travail et qui du coup adorent s'entendre dire que eux c'est des bosseurs et qui bossent pour d'autres qui profiteraient du fruit de leur travail, quoi. Et du coup faire le travail antiraciste, parce que clairement les assistés en question qui sont visés, c'est les personnes racisées, hein. Enfin, faut pas se faire c'est important de mettre les mots dessus. C'est dans le discours, c'est clairement ces personnes-là qui sont mis dans une espèce de groupement comme ça de gens qui profiteraient du système. Ils profitent tous du système, mais c'est une autre affaire. Ça implique quand même d'apprendre à reconnaître ses privilèges chez des personnes à qui on matraque depuis des dizaines d'années dans le discours politique que c'est eux les victimes de la mondialisation, que c'est eux les victimes de l'élite, etc.
ce qui dans une partie importante est juste, enfin oui, mais comme tu disais, il y en a d'autres des victimes du système qui ne se mettent pas à voter RN, quoi. Et du coup, c'est un travail de défaire ce truc-là qui est hyper fastidieux. Tu parlais de la méthode de grand remplacer, de faire venir un peu les... oui, genre, tu parlais de la méthode. Moi, je crois que mon cheval de bataille, c'est plutôt comment on fait pour qu'on ne soit pas obligé de partir à la ville, rencontrer, faire des études et rencontrer un peu les milieux militants qui nous font découvrir une nouvelle perspective pour commencer à défaire ce truc-là. C'est comment on rend l'éducation populaire possible auprès des jeunes. Ce que au MRJC on s'attelle à faire, mais que comme tu le disais très justement tout à l'heure, on n'est pas très nombreux et on n'est pas partout surtout. Pour commencer justement à travailler ce truc d'esprit critique que tu nommais, quoi. On comprend un peu plus le discours qu'on nous délivre, on saisit un peu les choses qu'il y a derrière et puis on discute et puis on se forme et moi je suis profondément persuadée qu'aujourd'hui c'est ça qui manque, en fait ça me saoule qu'on me renvoie l'idée que si je serais plus ouverte d'esprit que mes voisins, c'est parce que je suis allée à la ville. En fait, je suis plus ouverte d'esprit que mes voisins parce que j'ai rencontré le MRJC. Et du coup, j'aimerais bien rendre ça un peu plus possible pour d'autres jeunes avec qui j'ai été au collège, etc. et qui n'ont pas pris le même chemin, quoi. Voilà, je vais m'arrêter. Il y avait encore d'autres points, mais j'ai déjà bien assez parlé. Oui, alors pour cette question de racisme et de lutte anti-raciste, contre le racisme, donc c'est une question essentielle. Il est vrai que cette question du racisme, les habitants et les habitantes des quartiers populaires la vivent de plein fouet. C'est plutôt un racisme qui est systémique, où on a des discriminations liées à l'emploi, au logement ou autres. Et donc, pour lutter efficacement contre le racisme, donc il y a des politiques publiques qui peuvent être mises en place pour déjà une meilleure connaissance des uns et des autres. On ne peut pas lutter efficacement contre le racisme quand c'est même les médias ou même on a un discours politique qui met les uns contre les autres, qui stigmatise, qui monte du doigt, qui pointe certaines populations. Il y a plusieurs choses en fait. D'une part, on a tout ce qui est xénophobie, donc les discours politiques notamment du Rassemblement national contre les étrangers. Donc les étrangers sont tous les mots. Donc ils profitent justement du contexte économique et social pour trouver un bouc émissaire et dire oui, c'est la faute de ces personnes-là, parce qu'elles sont différentes, parce que c'est des étrangers. Il y a un autre aspect encore, c'est de comprendre que par l'histoire de la France est composée de populations diverses. Donc être français, c'est pas seulement être blanc, être français, on peut être aussi on est une personne racisée et on est français ou française. Je suis racisée, je suis noire et je suis français. Et on a aussi toutes ces questions aussi de religion où on va dire bah oui, être français, c'est être blanc, chrétien ou voilà. Alors on est français, on peut être musulman français, noir, musulman et français. Donc toutes ces questions-là, en fait, je pense qu'il y a vraiment une sensibilisation qui peut aller même bien au-delà, surtout parce que bon, quand c'est des territoires urbains, il y a du vécu, donc il y a des expériences partagées, notamment aussi en politique, où on voit vraiment que cela existe, mais il y a aussi au niveau rural, peut-être que c'est un peu plus loin, et donc ce sont les messages véhiculés par les médias qui font que ça fait une montée de la peur. On a peur de l'autre, parce qu'on ne connaît pas.
ou parce que on pense que c'est une solution aux problèmes que l'on rencontre. Donc là-dessus, en termes de stratégie à mener, je pense que cette lutte, elle est essentielle partout, que ce soit au milieu urbain ou en milieu rural, c'est essentiel. Les habitants du quartier populaire rencontrent ces problématiques-là, ce sont des problématiques essentielles qui font leur quotidien. Même au niveau, on a vu récemment dans les médias, dans les réseaux sociaux, véhiculer des images de violences policières à l'encontre de personnes racisées. Donc tout ça, en fait, ce sont des thématiques et ce sont des points, en fait, où on a un devoir, justement, de pouvoir créer de l'égalité face aux droits, quelle que soit notre couleur de peau, notre différence raciale, etc. Donc la stratégie différenciée, c'est au niveau des quartiers populaires, donc lutter efficacement contre ces discriminations-là, et aussi partir aussi des outils d'éducation populaire, même au niveau de l'éducation, au niveau des écoles, au niveau associatif, de faire en sorte qu'il y ait plus d'égalité face aux droits, d'égalité, que ce soit au niveau des discriminations qu'on peut rencontrer, raciales, sociales, de genre ou autres, ou d'orientation sexuelle. Donc là, tant qu'on ne luttera pas efficacement contre cela, eh bien ça va perdurer. Et puis en plus, ce qui est vraiment désolant, c'est que ces messages-là sont véhiculés dans les médias, et donc ça en fait un enjeu, c'est un enjeu sociétal majeur. Et on voit aussi que dans nos pays voisins, justement, on a l'arrivée des partis d'extrême, avec des idéologies racistes au pouvoir. Donc nous, comment justement on peut faire face bien en amont, et bien grâce aussi notamment à ces alliances dont on parle, où on peut sensibiliser au plus près les habitants à rejoindre justement ces luttes-là. Parce que le véritable combat antiraciste, il vient aussi dans l'égalité sociale. Donc au niveau politique, une meilleure représentation aussi des différentes personnes, des personnes racisées, parce que quand on voit au niveau politique, on n'a pas une représentation assez représentative, en tout cas des personnes racisées. Au pouvoir, on n'a pas les personnes racisées qui sont représentées. Au niveau des médias, c'est pareil. Et pourtant, elles existent, et pourtant, il y a des beaux exemples, mais en fait, ils ne sont pas mis en avant, mais ils sont plutôt utilisés pour stigmatiser et pour dire que c'est le problème de la société. Voilà, merci. Aïssata, et après je vous propose, il y a des questions, notamment je pense des jeunes. Tu veux dire... Tu me mets là? Bon, déjà, moi je me présente, je m'appelle Moussa Dramé, j'habite à Corbeil-Essonnes, précisément dans le quartier de mon conseil. J'ai 16 ans et je suis dans l'association GAV Média. Pour ceux qui se demandent GAV, ça veut dire quoi? Ça veut dire Génération Ambitieuse et Vaillante. C'est un jeu de mots avec la garde à vue. Et moi, ma question, du coup, c'est... je vais rebondir sur ce que vous avez dit sur les rencontres entre les personnes des quartiers populaires et les personnes des milieux ruraux. Je ne sais pas si vous pouvez répondre, mais ma question, c'est qu'est-ce que vous allez faire prochainement pour organiser ces rencontres-là? Bonjour, moi je m'appelle Binta Avari et je fais partie de la même association que Moussa qui a parlé précédemment. Moi ma question, c'est plus une remarque dans un premier temps. On sait pertinemment que comme on l'a vu lors des législatives en 2024, il y a un énorme taux d'abstention dans les quartiers populaires et qu'on a également un manque de représentation des minorités en politique. Et on sait que cela peut s'expliquer par un plafond de verre qui leur est imposé ou par une autocensure, on va dire. C'est-à-dire que les jeunes vont
vont se dire que, enfin, il y a une sorte de peur qu'il y a dans les quartiers parce que on parle pas voilà de politique. Ça c'est pas le sujet dont on va parler. C'est pas le premier sujet dont on parle dans les quartiers, contrairement aux jeunes issus des quartiers favorisés, on va dire. Et ma question c'est comment peut-on aujourd'hui remédier à ce déficit de représentation des minorités en politique? Et tout à l'heure vous parliez d'outils, des outils qui seront mis en place, mais quel type d'outils seront concrètement mis en place pour pouvoir pousser ces jeunes-là à se sentir à l'aise dans ces milieux-là, se sentir à l'aise dans ce type d'études, on va dire, et aller plus loin dans la politique et s'impliquer vraiment dans la vie politique. Bonjour, moi c'est Anthony, je suis aussi membre du collectif GAV. Et en gros, pour vous résumer le média, on a un média fait par des jeunes. Le but de ce média, c'est aussi en fait de donner la parole à ceux qui ne sont pas concernés, qui ne sont pas légitimes à apprendre, aussi vulgariser avec tous les sujets de la télé, de la politique actuelle, parce qu'on sait que c'est un milieu qui est très privé, très fermé. Et c'est aussi en fait un moyen aussi de s'ouvrir culturellement parlant. Et moi j'avais 3 questions à vous poser. Vous avez parlé de la sous-représentation des classes populaires en politique. Pensez-vous que le délaissement de l'État au niveau des services publics, notamment de l'éducation, participe à ce manque de connaissance du rôle et du fonctionnement des institutions politiques? Et ma deuxième question qui va avec, c'est que vous évoquez aussi une sous-représentation des élus ici dans le quartier populaire. Est-ce seulement un problème d'identification ou cela s'explique-t-il par un clivage culturel entre les classes populaires et les classes dominantes? Et ma dernière question, je voulais rebondir sur la question du préjugé. Comment faire pour changer les mentalités et casser ces clichés nourris par la haine et la désinformation de nos réalités par les médias nationaux? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public ou d'autres interventions? Jamel, si vous voulez pas dire un mot? Non? Ok, à vous. Oui, je vais commencer à répondre parce qu'il y a eu pas mal de questions, en tout cas par rapport à justement la représentation politique. Et effectivement, démocratiser la politique, la des principales thématiques, en tout cas, c'est le sujet majeur, c'est justement démocratiser la politique pour que tout le monde ait accès au pouvoir et tout le monde puisse faire de la politique. Donc effectivement, quand vous irez voir le rapport que vous allez pouvoir télécharger, vous allez voir qu'il y a un paradoxe. Et le paradoxe, c'est qu'il y a un engagement citoyen important des classes populaires. Le problème, il ne se pose même pas là en fait. On est tous engagés, on est enfin, beaucoup, en tout cas sur toutes et toutes engagés, on fait pas mal de choses dans nos quartiers, dans nos territoires, que ce soit dans le milieu associatif, au milieu politique. Sauf que l'accès au pouvoir, en fait, c'est l'accession au pouvoir en fait qui est problématique. Pourquoi? Parce que il y a un système qui est mis en place, notamment par les partis politiques, qui font que, quand on a une liste, par exemple, eh bien, on remarque que les différentes classes sociales, elles ne sont pas placées au même endroit. Et donc, du coup, l'accès au pouvoir, par rapport à une liste, par exemple, qui se présente, eh bien, ceux qui sont en haut de la liste, eh bien, forcément, ils vont avoir les meilleurs postes. Ils vont avoir des postes, des délégations qui sont plus ou moins intéressantes, qui vont pouvoir accéder au pouvoir, etc. Et puis les autres, qui ont fait la campagne, qui ont milité, etc., eh bien, vous, à la prochaine. Et donc, du coup, et ce qu'il va falloir voir, en fait, vous allez voir aussi, vous allez remarquer dans le rapport, il ne faut pas se laisser entendre que les quartiers populaires, ils ne sont pas intéressés par la politique, ils ne veulent pas en faire, ils n'en font pas, ils sont pas... Oui, c'est vrai qu'il y a des problématiques majeures dans les quartiers populaires. Des problématiques majeures, en fait, qui font que, justement, au niveau économique, par exemple, qui font que même si on a envie de faire de la politique, eh bien, des fois, ça demande des moyens financiers, eh bien, on doit travailler, on revient tard, on travaille des horaires décalés, ça ne nous permet pas, justement, de venir à des réunions publiques, politiques, etc. Ça ne nous permet pas de s'engager autrement, mais il y a différentes formes d'engagement. Et donc, du coup, il faut pas se laisser dire qu'il n'y a pas d'engagement citoyen de la part des classes populaires, mais ce qu'il faut dire, en fait,
transformer ce système politique qui fait qu'il y a une éviction des classes populaires dans l'accès au pouvoir. Ça, c'est d'une part. Après, excuse-moi. Donc là, l'autocensure, donc là aussi le déficit de représentation. Et donc là, on a parlé du déficit de représentation par rapport aux catégories, aux classes sociales, etc. Donc là, déficit de représentation aussi par rapport, tout à l'heure je l'ai bien dit aussi, déficit de représentation par rapport aux personnes racisées. Donc dans les médias ou que ce soit en politique, les représentants politiques, on peut regarder par exemple sur l'Assemblée nationale ou d'autres, au Sénat ou autres, on va voir qui sont représentés là-bas. Et pourtant, on fait partie de la population française. Donc là-dessus, là aussi, il y a un travail à faire au niveau des partis politiques, au niveau des mouvements citoyens, pour que justement on ait une représentation diverse et variée des représentants, des élus. Ensuite, on a parlé du type d'outils qu'on peut mettre en place. Donc là aussi, on a des outils d'éducation populaire. On a par rapport à DLP, donc là vous allez voir aussi qu'il y a un indice de parité sociale qui permettra justement de voir et d'interpeller les candidats et dire attention, dans ta liste, oui effectivement, on voit des personnes engagées qui veulent faire de la politique, mais est-ce qu'ils représentent vraiment le territoire sur lequel on est? Vous voyez? Par rapport au fait de donner la parole, là aussi c'est essentiel. On voit qu'il y a beaucoup de médias indépendants maintenant qui voient le jour. En fait, on voit surtout sur les réseaux sociaux parce que ça demande moins de moyens financiers. Mais dans les grands médias traditionnels où là, ça demande beaucoup de moyens financiers, ou alors l'accès par exemple à des écoles de journalisme qui sont très sélectives, où justement il faut avoir les moyens financiers pour payer ces écoles-là, eh bien on n'a pas toutes les catégories sociales qui sont représentées. Et ça c'est bien dommage. Et donc du coup, c'est problématique. Maintenant, donner la parole, oui, il faut qu'on prenne la parole de toute façon. Il va falloir prendre la parole parce que, pourquoi? Parce que nous, quand on allume la télé, et comme ceux qui sont dans le milieu rural aussi, hein, ils ont les mêmes médias, c'est les médias nationaux. Et donc du coup, quand on allume la télé, on entend parler de oui, voilà, les musulmans aujourd'hui on fait ci, on fait ça, c'est un noir, c'est un arabe, ils viennent de là ou viennent à tel. Eh bien en fait, on doit pouvoir faire en sorte, en tout cas, combattre et lutter pour que dans nos médias, en fait, on n'ait pas ce discours-là. On n'ait pas ce type de discours-là et puis aussi qu'on donne la parole, qu'on puisse donner la parole à tous et à toutes. Juste pour finir, normalement j'ai fini. Voilà, non, c'est bon alors. Merci. Aïssata, tu veux Oui, moi après, répondre à des questions et en profiter pour faire un mot de clôture, parce qu'au vu de oui, là. moi, je pense que ça va être. Je pense qu'ils vont répondre, les gens vont répondre après, mais moi je pense que la synthèse un peu de cette table, en fait, de ce qu'on a pu retenir et ce qui a pu être dit, c'est que clairement, il faut lutter, clairement, il faut prendre le pouvoir, il faut continuer à sensibiliser, continuer nos actions, aussi petites qu'elles soient, aussi pas encore l'impact qu'on voudrait, mais en tout cas continuer à échanger avec les territoires ruraux, parce que ça reste un territoire, et continuer en tout cas à travailler sur l'équité des territoires finalement, et se dire, continuer en tout cas à éduquer aux médias et à sensibiliser, à éveiller en tout cas les consciences, et travailler vraiment sur la question de la citoyenneté dans son ensemble. Merci Aïssata. Manon ou Youssef? Conclure. Moi j'ai déjà conclu tout à l'heure, mais je peux retirer. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais d'autres points que tu voulais pas encore dire sur la stratégie. Non, ça je dirais pas. D'accord. Ah d'accord. Je croyais que tu les gardais pour la fin du débat. Tu fais des teasings, toi? Non, je ne vous dirai pas. Non, il y a des choses. Mais tu réinvite-moi l'année prochaine. Ça sera mis en place et j'en ferai le bilan critique. Très bien. Ok, merci Margot. Sur la question peut-être sur l'abstention rapidement, mais moi je pense qu'une des façons de lutter contre cette abstention, en fait, elle est structurelle. Et l'abstention, ça ne veut pas dire ne pas faire de la politique, ça ne veut pas dire ne pas avoir d'avis, au contraire. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'il y a au contraire
j'ai l'impression, moi, de mon expérience, quand je parle dans mon quartier, quand je parle avec les gens, quand je me pose au café, etc., j'ai l'impression qu'il y a c'est plutôt une compréhension très fine de la politique qui mène à l'abstention. C'est-à-dire que c'est des gens, en fait, je trouve, qui ont vraiment très bien compris qu'en fait, c'est un peu verrouillé, c'est bloqué, il n'y a pas grand-chose à changer, etc. Parce que ça profite toujours aux mêmes, parce qu'ils voient bien que, bon, voilà, tu fais un accord au niveau départemental ou au niveau de la région, enfin bref, c'est toujours les mêmes qui repassent, qui se partagent les postes, ils se partagent les maires adjoints, ils se partagent, très très important, ils se partagent des postes de l'administration avec des salaires de 5 000, 6 000, 7 000 euros pour le directeur général des services. Ça, on le sait pas tout ça, enfin on a tendance à l'oublier, mais c'est super important en fait. C'est pas que du partage du pouvoir de poste de député ou du maire ou d'être élu. Non. C'est pour ça que moi, bon après, c'est un débat que j'ai eu sur votre rapport, etc. Pour moi, ce qui joue essentiellement, c'est les postes clés dans l'administration. Parce que le pouvoir, il est essentiellement là. Et en fait, quand toi, t'arrêtes d'être à un niveau, entre guillemets, un peu inférieur en politique, et que tu commences un peu à t'intéresser à ce qui se joue vraiment dans les négociations, en fait, par exemple, tu te rends compte que ça négocie les collaborateurs. Donc, par exemple, en fait, il y a des gens, ils s'investissent à la France Insoumise, chez les écologistes, au Parti communiste quand ils ont 17 ans, 18 ans. Je me dis, c'est incroyable, quel investissement. Mais en fait, ils ont déjà un poste qui est fléché pour eux. Eux, en fait, ils ont déjà le poste de collab à l'Assemblée, ils ont déjà le poste de directeur de cabinet dans la ville, ils ont déjà le poste des directeurs général adjoints à la jeunesse, etc. Et ça, c'est du pouvoir, ça, en fait. C'est énormément de pouvoir, c'est d'avoir une assurance qu'en fait, quand toi tu vas militer, c'est pas entre guillemets un sacrifice en réalité. Alors que nous, pendant longtemps, la génération des militants des quartiers populaires, etc., on s'investissait en politique, on se criait, on montrait nos visages, on était ultra radicaux, on parlait de la Palestine, on parlait de l'islamophobie, etc. Mais en fait, eux, ils se sont placés. En fait, eux, c'est un investissement pour eux de faire ce que moi je faisais. Je me suis rendu compte tard, ça, c'est bizarre, hein, mais je me suis rendu compte très tard. Par exemple, j'ai découvert les militants salariés. Je faisais des réunions, et moi j'ai toujours fait des réunions, je suis un militant. Pour moi, en plus, moi aussi, j'ai une spiritualité, je suis musulman, etc. Et donc pour moi, agir pour les autres, agir pour la société, agir pour la justice, moi je suis plus ça de ma culture musulmane et de ma religion et de ma foi, etc. Et donc, du coup, pour moi, je fais ça, comme on dit, fisabilitaire. Voilà, c'est pour la bonne cause. Et en fait, il y a des gens qui me disaient, non mais bon, en fait, je dois rentrer et tout. Non, moi, ça s'arrête là et tout. Je comprenais pas, en fait, qu'ils avaient des heures de travail. Et en fait, ils organisaient avec moi des marches, ils organisaient avec moi des actions militantes, mais en fait, c'était payé. Et j'avoue, je découvre ça. Je suis pas contre, hein, mais du coup, j'ai découvert ce milieu du salariat en politique. Et évidemment, c'était des personnes blanches, c'était des personnes, voilà. C'est comme souvent, on va avoir des rapports qui vont apparaître. Vous allez voir quand les élections vont apparaître, il y a plein de rapports qui vont sortir. Il y a plein de choses. On va demander des analyses, des diagnostics. Vous allez voir des gens qui vont s'improviser chercheurs. La mode, c'est la recherche-action. Je vous regarde à vous, hein, je vous le dis à vous, vous faites pas avoir. Recherche-action. Et donc, tu as des gens qui, d'un coup, ils sont sociologues du jour au lendemain. Donc, du coup, c'est des gens que je connaissais, tu vois. Et donc, du coup, je les vois, ils sont sociologues. Et en fait, j'apprends qu'ils ont été sur-subventionnés, arrosés de subventions, pour venir faire des rapports, etc., sur ce qui peut se passer dans certains territoires, la mobilisation, comment elle se joue, etc. Et ils vendent ça, en fait, à des partis politiques. À ELV, à l'AFI, etc. Et c'est comme ça sur toutes les causes, hein, sur l'antiracisme, sur le féminisme, sur l'écologie. C'est incroyable le nombre de gens qui arrivent à capter, c'est un travail à temps plein, qui captent tout l'argent public, toutes les subventions de mécènes, de fondations, pour sortir ces rapports-là, etc. Et c'est des professionnels. Et moi, je les ai vus évoluer, parce que j'ai commencé très tôt, depuis la petite vingtaine, vous voyez. Et je les ai vus comme ça évoluer à côté de moi. Moi, je me paupérisais, eux, ils devenaient plus riches. C'est drôle, mais c'est vraiment comme ça, quoi. Bref, bon, maintenant, j'ai appris et je suis plus tombé dans le piège. Mais en gros, pour revenir, c'est que tout le monde, en fait, tout ça, les gens le savent. Ils savent qu'en fait, dans le quartier, il y a la grande famille que le maire a achetée et ils viennent te voir le jour des élections et te disent vote pour le maire, c'est important, etc. Mais lui, en fait, il a négocié pour un appartement pour son frère, il a négocié un travail à la cuisine centrale pour sa sœur, il a négocié un travail de secrétaire, etc., etc. Voilà, ça on le sait et moi je pense que c'est ça qui mène à l'abstention, c'est tout ça en fait, c'est le dégoûtage, comme on dit en Algérie. C'est vraiment, les gens sont dégoûtés. Mais ça ne veut pas dire ne pas comprendre ce qui se passe, ça ne veut pas dire avoir les analyses précises, etc. Et donc, humblement, nous, avec l'Assemblée des quartiers, on veut donner une perspective politique en disant aux gens, vas-y, on va pas faire que gratter, on va pas faire que aller demander le jour des élections, et c'est le moment là, on est à 6 mois, donc là, les maires, ils lâchent tout.
Voilà, faisons autre chose, essayons de voir un peu plus loin, etc. Et on peut trouver des solutions quand tu es en galère. Et ça, c'est normal que voilà, quelqu'un qui est en galère, qui n'arrive pas à trouver un logement, qui veut se marier par exemple, une femme ou un homme qui veut se marier, qui veut rester dans sa ville où il y a ses frères et sœurs, où il y a sa mère, il y a son père, etc. Qui veut pas se retrouver dans le 77 ou je sais pas où, dans le 91, voilà, pour nous c'est notre problématique. On veut pas se retrouver ici en fait, on veut rester aux portes de Paris. Bah, je comprends que toi tu dois avoir une solution de logement et tout, et voilà. Militer, ça veut pas dire que tu vas sacrifier ça. C'est ça que nous on doit être capable de faire au niveau local. Ça veut pas dire que tu vas t'engager et que du coup effectivement tu vas être sur une liste, une blacklist du maire et tu pourras pas avoir de logement, tu pourras pas avoir, etc. On doit donner une perspective matérielle aussi aux gens. On doit être capable de le faire dans nos organisations au niveau local pour concurrencer, tant qu'on peut, le clientélisme des mairies de gauche, beaucoup de gauche dans les quartiers populaires. Manon, peut-être en mot de la fin? Non? Sûr? Ok, et ben merci beaucoup pour ce long débat. Ah, tu veux dire? T'as pas compris la fin? Tu vis dans un quartier populaire? Voilà, c'est pour ça. Mais si, ça joue. Vous avez compris ce que j'ai dit, les problématiques, ouais. Ouais, bah, je sais pas, qu'est-ce que je pourrais te... Vas-y, dis-moi, je te réponds. Ok, mais du coup, c'est pas une question, mais merci. Et ben, merci à vous. Il a dit, je me suis égaré, il a dit. Ça fait 1h30 que je débat là. Je me suis dit, non, peut-être que toi tu t'es égaré, je pense. C'est peut-être lui qui s'est égaré, les camarades. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été là et on peut continuer à discuter toutes et tous ensemble. Merci.